Comment Aliou Cissé s'est-il réinventé avec le Sénégal dans cette Coupe d'Afrique des Nations? Nouveau temps additionnel dans le Club des 5. Très content d'être avec vous aujourd'hui pour poursuivre nos débats sur cette CAN 2023 avec aujourd'hui au programme le champion d'Afrique qui fait un départ plutôt canon dans cette compétition. On est obligé de le rappeler. Avec moi pour en parler aujourd'hui, deux chroniqueurs, comme toujours au Club des 5. Monsieur Moha qui revient d'Abidjan. D'Abidjan, oui, j'allais dire d'Abidjan, mais aussi du Ghana. Et aussi du Ghana. T'as fait ta petite tournée africaine tel un président. Exactement. Comment ça va? Par contre, j'ai pas voyagé en jet privé comme Alassane Ouattara, mais ça va, ça a été, les conditions étaient bonnes. Ça va, tu peux y aller. On n'a pas prévu d'aller en Côte d'Ivoire. Tu peux nous fâcher avec. Non, avec les c'était top. J'ai découvert deux pays fantastiques, très surpris du développement des deux pays. Et on m'avait pas menti aussi sur Abidjan parce qu'on m'avait dit qu'Abidjan c'était très développé, costaud, et ouais, très costaud. En termes d'infrastructure, de route, c'est très costaud. C'est pour ça peut-être qu'on a aussi une très belle CAN. Hein. Et faut aussi parce que l'organisation elle est quand même exceptionnelle. Sincèrement, c'est très important de le dire parce que sur la CAN précédente au Cameroun, c'était moins le cas. C'était moins le cas, donc il faut le dire aussi quand ça se passe très bien. Non, mais t'as raison. Pour accompagner Mohamed aujourd'hui, monsieur Najim Medini. Salut Sam, salut Moha, salut aux socios. Moi pour le coup je reviens pas d'Abidjan, je reviens du Blanc-Ménil. Tu reviens des soldes peut-être vu la chemise. Exactement, peut-être. Et encore on l'a déjà vu. Mais très content d'être là. En plus on va parler d'un des favoris de la compétition qui démarre bien cette CAN, donc ça va être très intéressant. Une équipe qu'on a souvent, qu'on apprécie bien sûr le Sénégal, qu'on suit ces dernières années dans sa quête, on va dire, d'être de plus en plus une grande nation du football, mais qu'on a aussi souvent tensé dans le Club des 5. Et on s'est pris souvent la tête avec les supporters par rapport au style, par rapport un peu comme avec l'équipe de France parfois, par rapport à, on va dire, au rendu. Par rapport à certains statuts aussi. Voilà, à certains statuts. Et on est obligé de constater sur ce début de CAN, après cette victoire contre la Gambie 3-0, un match, même si on n'a vu qu'une partie, un match globalement très très maîtrisé par les Sénégalais. Forcément, il y a eu ce choc entre Lyon vendredi dernier face au Cameroun où c'était un vrai test pour les hommes d'Aliou Cissé. Ça a été plus que réussi. Victoire 3-1 face au Cameroun dans un match de poule, dans un match très important pour la qualification. Pour l'instant, Najim, on est sur... alors, à l'heure où on enregistre l'émission, le Maroc n'a pas encore joué contre la RDC, mais on est non seulement sur le plus beau début de parcours de cette CAN, toute équipe confondue, mais pour vraiment s'intéresser au Sénégal, on est sur une équipe très séduisante. On va dire un champion qui assume largement son statut, son titre. Ah, clairement, on peut rajouter aussi le Cap-Vert qui pour le moment a fait 6 points sur 6. On va dire c'est la sensation le Cap-Vert. C'est un petit peu la sensation, mais c'est vrai que le Sénégal faisait partie des favoris et ils sont en train de confirmer en fait leur statut. Il y a eu cette première victoire, alors moi j'avais envie de voir une confirmation face au Cameroun parce qu'il y avait eu ce carton rouge face à la Namibie. Non, pardon, j'allais dire la Namibie. Ouais. La Gambie. Face à la Gambie, pardon, qui avait un petit peu faussé un petit peu le rapport de force. Mais là, contre le Cameroun, qui est quand même une grosse équipe du continent, même si le Cameroun n'est pas dans une grande dynamique, même si l'effectif du Cameroun ne fait pas forcément rêver, on sait que ça faisait très longtemps que le Sénégal n'avait pas gagné contre le Cameroun à la CAN, depuis 1990. Donc il fallait mettre fin à cette série noire et l'emporter. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait en ayant en plus... dans la manière, pas forcément été séduisant, mais ce que j'ai apprécié avec le Sénégal, c'est qu'ils ont très bien géré les moments faibles et les moments forts. D'ailleurs, ils terminent avec une possession de balle inférieure à celle du Cameroun. Pourquoi? Parce que le Sénégal, c'est une équipe qui est capable de laisser le ballon à l'adversaire, d'être en bloc médian, d'être solide, de savoir coulisser, de ne pas concéder de beaucoup d'occasions. Ils sont capables, avec le ballon, à la fois d'être dans la moitié de terrain et de se montrer patient, comme ils sont capables par moments de verticaliser le jeu et essayer de trouver notamment les joueurs de couloir dans la profondeur. On l'a vu avec Ismaïla Sarr sur le côté droit, on l'a vu sur le côté gauche parfois avec Ismail Jacobs aussi qui dédoublait et qui apportait également sur son couloir gauche. Donc j'ai bien aimé ce qu'a montré le Sénégal. Ils ont confirmé leur statut. Il y en a beaucoup qui voyaient une surprise. Certains qui pensaient qu'avec dans cette poule de la mort que le Sénégal allait un petit peu bégayer. Finalement, ils sont en train de prouver qu'il va falloir compter sur eux. Ouais, et puis ce qui est intéressant, c'est, tu parlais de la maîtrise, c'est vrai que Moha, ce qui m'a assez impressionné sur les deux matchs du Sénégal, et on en reparlera, ce qui n'avait pas forcément été le cas lors des précédentes CAN, y compris la dernière qu'ils ont remportée, c'est de voir que contre la Gambie, le scénario est
plutôt maîtrisé. Tu mets le premier but quand il faut. Tu tues le match quand il faut. Contre le Cameroun, même si ça reste un gros match et qu'il y a eu quelques situations pour le Cameroun forcément dans ce genre de rencontre, mais globalement, on n'a pas senti le Sénégal inquiet. On a senti qu'ils ont mis le but quand il fallait, enfin l'ouverture du score quand il fallait, le deuxième but quand il fallait, le but pour tuer le suspense quand il fallait. Pour l'instant, le Sénégal, pour rester dans le thème, fait tout ce qu'il faut faire dans cette CAN pour confirmer son statut. Ouais, mais j'ai l'impression même que le Sénégal est encore plus fort que les années précédentes en termes de qualité individuelle. Quand je vois les Ismaël Jacobs qui n'était pas forcément présent, quand je vois Ismaël Assar qui est toujours là et qui montre toujours une fiabilité, mais quand je regarde par exemple Habib Diallo, l'attaquant qui est là aujourd'hui et qui fait bonne figure. Quand je vois aussi des joueurs qui sont installés aujourd'hui en tant que titulaire, Lamine Camara, Pape Matar Sarr, Pape Gueye en plus, lui c'est assez impressionnant parce que depuis le début de la saison, le mec il a joué quasiment 0 minutes avec Marseille, mais il affiche un niveau de jeu plutôt intéressant, même très intéressant, même avec le Sénégal depuis le début de la compétition. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle dynamique qui est créée au sein de cet effectif-là. Et aussi, j'ai l'impression aussi que Aliou Cissé a retravaillé tout son système de jeu et tous ses principes de jeu aussi. La philosophie, elle a plus rien à voir. C'est vrai qu'à un moment donné, avec le Sénégal, on avait l'impression qu'il me faisait un peu du surplace en termes de contenu de jeu. On s'ennuyait un peu et on se disait même, je me rappelle moi à la fin des éliminatoires quand ils se qualifient, même moi je me disais que je voyais pas le Sénégal l'emporter parce que la dynamique était pas bonne. Je voyais par exemple un peu plus l'Égypte, par exemple, ou qui était pour moi plus intéressante. Je voyais le Maroc un peu plus. Là, c'est vrai que quand on regarde les 2 premiers matchs de la CAN, on a vu un match contre une équipe beaucoup plus faible qu'eux. Mais c'est un derby, donc toujours un contexte voilà, particulier. exactement. Et on a vu un match contre le Cameroun où le Cameroun, ça reste le Cameroun. Même si c'est pas le Cameroun de la belle époque, ça reste toujours le Cameroun qui vient de se qualifier aussi pour la dernière Coupe du Monde, faut pas l'oublier. Même s'il y a des absences, ça reste le Cameroun. Donc là, on est obligé de constater que le Sénégal aujourd'hui, ça reste l'ogre africain. Pour moi, ça reste toujours l'ogre africain et ils assument leur statut. Et c'est vrai qu'en termes de jeu, c'est quand même beaucoup plus beau à voir jouer que sur les derniers mois de la part du Sénégal. Et c'est là où c'est fort parce qu'il fallait se réinventer. Aliou Cissé l'a très bien fait. Et quand on voit tout le turnover d'effectifs qu'il y a eu, c'est très fort parce qu'on voit qu'il y a un réservoir impressionnant au Sénégal. Bien sûr. Que même quand Idrissa Gueye, Kouyaté, les hommes forts de la dernière CAN sont pas là, on voit qu'il y a Lamine Camara qui arrive et qui a un niveau incroyable depuis le début de la saison, depuis le début de la CAN. Pape Gueye aussi, Pape Matar Sarr aussi, Ismaël Jacob aussi. Crépin Diatta aussi, enfin je veux dire, c'est des joueurs nouveaux mais qui ont déjà un statut super important et qui affichent déjà un niveau qui est super intéressant. Donc là, nous on a envie de se dire mais où va s'arrêter le Sénégal? Parce qu'aujourd'hui dans le continent africain, qui peut arrêter le Sénégal à part peut-être le Maroc? Je sais pas. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez beaucoup de réinventer. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait se dire, on rappelle que ce cycle Aliou Cissé, il avait commencé avec la CAN 2017 au Gabon, mais on peut réellement dire que cette équipe est aujourd'hui, comme tu l'as dit, l'un des ogres, si ce n'est l'ogre du continent, depuis cette fameuse CAN 2019 où ils ont perdu en finale contre l'Algérie. Il y a souvent, on attend Najim, des équipes arrivées à maturité. On se dit voilà, première CAN, on va dire 2017, 2019, 2021, en plus 2021, enfin en 2022 tu la gagnes. On peut se dire, avec toutes les critiques qu'on faisait à l'époque, peut-être que cette équipe, elle n'a pas encore atteint son plafond de verre. Et en fait, avant même que cette équipe atteigne son plafond de verre, et c'est là où c'est intéressant, on voit vraiment qu'Aliou Cissé a décidé de ramener un vent de fraîcheur. Mora vient de parler des 3 du milieu, qui sont très très intéressants, qui ont ramené énormément de choses. Parler de Diatta aussi. Diatta, on rappelle. Diallo aussi en attaque. Diatta, il y a 4 ans, c'était le joueur qui devait jouer en numéro 10. C'était lui ou CV. Au final, aujourd'hui, il se réinvente en arrière droit. C'est vraiment ça qui prime dans le discours aujourd'hui, Najim, c'est que Aliou Cissé, qu'on a beaucoup critiqué, a pensé son équipe différemment. Clairement, parce que tu l'as dit, cette maturité, ils l'ont atteint lors de la CAN 2022. Ils ont fait une finale en 2019. Mais rappelle-toi, à l'époque, on disait oui, mais il manque encore des choses, etc. Bien sûr. Mais après avoir gagné cette dernière CAN, on aurait pu penser aussi que le Sénégal allait un petit peu régresser, que ça allait être difficile en fait de gérer le succès. Et finalement, Aliou Cissé le fait de la meilleure des manières, en réinventant son équipe, en apportant un petit peu de fraîcheur, en apportant du dynamisme. Et la meilleure preuve de ça, c'est le milieu de terrain.
C'est-à-dire que moi, franchement, je ne pensais pas qu'Aliou Cissé allait commencer la compétition avec un milieu de terrain, Lamine Camara, Pape Gueye, puis Pape Matar Sarr qui a été intégré sur le deuxième match. Ce sont des joueurs jeunes, ce sont des joueurs qui sont performants en club. Pape Matar Sarr réalise une belle première partie de saison avec Tottenham, il a su s'imposer en Angleterre. Lamine Camara, pareil, moi il m'avait tapé dans l'œil avec le FC Metz sur cette première partie de saison. C'est un 2004, hein. Il a 20 ans. Moi, je lui vois un grand avenir à Lamine Camara. Je pense qu'il peut avoir une progression un petit peu comme Pape Matar Sarr, c'est-à-dire rejoindre la première ligue d'ici 1 ou 2 ans. D'ailleurs, ils côtoient le même club de départ. Côtoient le même club. Donc forcément, les analogies sont plus simples à faire. Pape Gueye qui n'a pas joué sur la première partie de saison dû à sa suspension et qui finalement réalise pour le moment un très bon début de CAN. J'ai trouvé très bon, notamment sur le match face au Cameroun. Donc voir le fait que Aliou Cissé n'a pas hésité à mettre en place ces jeunes, à convaincre également les anciens d'être sur le banc, je trouve ça fort. Et d'ailleurs, je salue à la fois Aliou Cissé, mais je salue aussi Kouyaté, Gana Gueye qui a eu un très bon discours, la bonne mentalité, voilà, exactement, parce qu'il a clairement dit que voilà, il était compétent pour Lamine Camara, il avait envie de le pousser, etc. Et je trouve que, alors certes, Aliou Cissé a certainement fait un travail, il y a eu des discussions qui ont été faites, mais que Kouyaté et Gana Gueye acceptent la situation et poussent les jeunes et qu'ils ne soient pas aigris ou qu'ils ne soient pas jaloux de cette situation-là, je trouve que c'est aussi à mettre à leur actif. Donc oui, non, au niveau du jeu, moi encore une fois, j'ai aimé parce que d'habitude on avait un milieu de terrain davantage défensif, là on a un milieu de terrain avec un petit peu plus de technique, avec un peu plus de création. Moi j'aime beaucoup ce qu'il est capable de faire avec le ballon de Lamine Camara. J'ai en tête 2 actions face au Cameroun. Il y a cette action en fin de première période où Camara donne un bon ballon à Mané. Mané est dans la surface et frappe, mais c'est contré par Chato qui réalise un bon tacle. Cette action, elle est magnifique parce qu'au départ, tu as Pape Matar Sarr qui justement trouve Camara entre les lignes. Et Camara est capable de jouer en 1 ou 2 touches pour trouver Sadio Mané dans la profondeur, dans la surface de réparation. Et puis en début de seconde période, il y a une superbe transversale de Lamine Camara pour Ismaïla Sarr à l'opposé. Et donc voilà, ça prouve qu'en fait, le Sénégal a aujourd'hui au milieu de terrain des joueurs beaucoup plus créatif. Pape Matar Sarr qui est capable de porter le ballon, Lamine Camara qui par sa qualité de passe est capable de trouver des failles, et forcément ça rend cette équipe plus séduisante. Et en plus du fait que au milieu de terrain t'as des joueurs beaucoup plus créatifs, parce que c'est vrai qu'en termes de profil par rapport à par exemple à Idrissa Gueye et Cheikh Kouyaté, c'est plus des profils footballeurs, on va dire. T'as quand même des joueurs sur les 3 qui ont un volume de jeu, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est du très très haut niveau. Le nombre de courses que font les 3 au milieu de terrain, c'est incroyable. Que ce soit dans la verticalité, dans l'horizontalité, ils proposent un nombre de ballons et ils ont aussi un apport défensif. Ils ont un jeu risqué, moi je trouve, pour la CAN surtout. Ils ont un jeu très très risqué. Il y a des prises de responsabilité énormes qui sont faites de la part des 3, et ce qui favorise aussi énormément le déploiement du jeu. Hein. Quand on regarde les ressorties de balles, il y a une facilité à ressortir le ballon, et c'est normal, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution dans les intervalles, il y a toujours une solution sur les côtés, ça joue vite, il y a toujours du mouvement, et non, c'est plaisant à voir. Alors, comme vous le savez, les stats au foot ne veulent pas toujours, ne détiennent toujours pas la vérité, pardon, mais elles veulent dire quand même quelque chose. Et par rapport à ce que vous disiez il y a quelques instants, moi je trouve qu'il y a une statistique qui le met bien en valeur, c'est l'efficacité offensive du Sénégal. Qu'est-ce qu'on a critiqué en 2022, ce premier tour, où tu passes avec 2 pénaltys, avec 5 points, avec 5 points, avec 2 pénaltys à la dernière minute. On a beaucoup critiqué le Sénégal sur ça, et on le voit. 2019, c'est 8 buts sur l'ensemble de la CAN où tu vas en finale. 2021, c'est 9 buts sur l'ensemble de la CAN où tu vas en finale. Et il me semble que sur les 9 buts, tu en as 3 en demi contre le Burkina, si je dis pas de bêtises. Cette année, on est déjà en 2 matchs à 6 buts. En ayant joué la Gambie, on le dit, match à 15h, match un peu piège, parce que c'est une équipe... voilà, c'est ça, une équipe qui t'attend. T'en mets 3 et sans broncher, avec des très beaux buts en plus. Tu joues le Cameroun. Vous venez de le dire, je ne vais pas refaire la messe. Le Cameroun, c'est le continent, comme ils disent. C'est toujours compliqué d'aller en mettre 3 au Cameroun et d'avoir l'ambition de leur mettre une petite fessée. Au final, la finalité de la manière dont Aliou Cissé s'est réinventé, c'est qu'on voit aussi un plus beau football et un football plus efficace. Clairement, dans la surface de réparation, c'est mieux. Après, en toute honnêteté, même si je préfère évidemment cette version du Sénégal, je pense qu'ils peuvent encore faire mieux dans la capacité à construire leurs occasions. C'est-à-dire que le moment où ils mènent 1-0 face au Cameroun, il y a un moment où tu rentres un petit peu dans de la gestion, où le Sénégal aurait peut-être pu tuer le match un peu plus tôt. Moi, il y a un moment où je me suis posé la question, je me suis dit attention, parce que là, certes, le Sénégal n'est pas mis en danger par cette équipe camerounaise, mais à tout moment, on peut avoir le Cameroun qui te marque un but à la 75e minute de jeu. Corner, voilà. Enfin, c'est quelque chose qu'on a quand même vu pas mal de fois dans
dans ce début de compétition pour d'autres équipes. Donc cette capacité à tuer le match, je pense qu'ils peuvent encore peut-être monter en gamme sur cet aspect-là, mais il est évident que dans la surface de réparation aujourd'hui, voilà, tu es un petit peu plus efficace, notamment que lors de la dernière CAN. J'ai quand même quelques griefs à faire, moi je trouve, à Habib Diallo. Je pense qu'il peut faire encore beaucoup mieux, c'est-à-dire que j'aime sa capacité à presser, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est le premier défenseur de son équipe, il presse, ça c'est intéressant, mais dans le jeu, je trouve qu'on ne le voit pas assez. Alors certes, il marque face au Cameroun, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre option à ce poste de numéro 9 ? Il y a Sima, moi je ne sais pas trop ce qu'il donne, le joueur des Rangers qui réalise pour le moment un bon début de saison avec les Rangers, qu'on n'a pas encore vu pour le moment dans cette compétition. Il y a Jackson. Il y a évidemment Jackson, même si on connaît son déchet, il a pas mal de déchets dans le dernier geste, mais peut-être que sur le continent africain, il va être capable, dans la surface de réparation, de t'apporter un volume d'occasion un peu plus grande. Donc j'ai envie de voir ce que peut donner le Sénégal sur la continuité, mais c'est intéressant de voir en tout cas qu'ils ont été capables d'en marquer 3 face à la Gambie, qu'ils ont été capables d'en marquer 3 face au Cameroun. Mané également qui a ouvert son compteur but, ça va lui faire du bien parce qu'il réalise aussi un début de tournoi un peu plus timoré. Donc voilà, c'est intéressant pour le Sénégal, en tout cas, de tout de suite se mettre à l'abri dans ce groupe, être avec 6 points. Ça va leur permettre de se qualifier pour les huitièmes de finale. D'être moins sous pression que lors de la dernière CAN ou sur le dernier match. Il fallait qu'ils aillent chercher quand même un résultat. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir faire sur les phases finales. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que dit Najim, c'est qu'effectivement, on parle d'une équipe qui est beaucoup plus efficace devant. Mais on parle aussi d'une équipe qui, pour l'instant, offensivement, je parle vraiment sur la ligne offensive, même s'ils ont déjà tous marqué dans cette CAN, bah justement, on n'a pas encore le grand Sadio Mané, on a un bon Ismaïla Assar, mais on sait qu'il y a un peu plus. Devant, comme le disait Najim, on ne sait pas encore si Habib Diallo va rester le numéro 9 jusqu'à la fin parce qu'il y a d'autres alternatives. Elle est là aussi, finalement, l'option intéressante, c'est que c'est perfectible, très perfectible. C'est perfectible déjà au niveau individuel par rapport aux titulaires. Il ne faut pas oublier que cette année, je pense que le Sénégal n'a jamais eu autant de choix de joueurs intéressants sur le banc. Quand tu vois que tu peux faire rentrer Nicolas Jackson, c'était costaud aussi sur les autres cadres, mais peut-être moins bien utilisé. Après, voilà, exactement. Je parle plus dans l'utilisation, je parle plus par rapport au rendement. Sur les 2 premiers matchs, à chaque fois qu'il y a eu des changements, il y a eu des différences qui ont été faites, ça a été incroyable à chaque fois de la part des remplaçants, que ce soit les milieux de terrain, que ce soit les attaquants. Ganagay qui est passeur décisif sur le but de Mané par exemple. Iliman Ndiaye sur la frappe de Lamine Camara qui fait un boulot monstrueux. Je veux dire, il y a toute une dynamique positive qui est faite, et il y a aussi, il faut pas oublier le travail des remplaçants qui est primordial, parce qu'on parle d'efficacité offensive, mais l'efficacité offensive, ça se trouve sur tout un match, et c'est pas forcément que les 11 premiers qui marquent, c'est aussi les remplaçants qui permettent de faire des différences et de permettre à l'équipe de continuer de marquer pendant le cours du match, et je trouve que l'apport des remplaçants depuis le début de cette CAN, elle est super importante par rapport à cette stat-là notamment, parce que ça te permet de maintenir un niveau de jeu intéressant pendant les matchs, ça te permet de continuer à avoir des occasions, ça te permet d'avoir une fraîcheur, d'avoir encore de la percussion sur les côtés, offensivement, au milieu du terrain, ça te permet d'avoir plein de choses positives qui se passent, et on a l'impression qu'en fait n'importe quel joueur qui joue, t'as pas de baisse de régime en fait avec cette équipe là, t'as pas de baisse de régime, et t'as plein de choses positives qui se passent. En tout cas, sur les 2 premiers matchs, tu as eu plein de choses positives qui se sont passées, quels que soient les joueurs qu'il y a eu sur le terrain. Et puis je sais pas ce que tu en penses, mais ça met aussi un peu fin à la Mané dépendance qui a été sur les 3-4 dernières compétitions un peu, on va dire, le principal défaut du Sénégal. C'est-à-dire qu'il y avait un collectif très intéressant, mais la différence, c'était Sadio Mané. Déjà la Coupe du Monde, forcément ça a aidé le fait qu'il soit pas là pour retrouver des alternatives, mais là on sent vraiment qu'on est dans cette continuité où aujourd'hui Sadio Mané est le meilleur joueur sénégalais qui existe aujourd'hui sur la planète foot, mais c'est pas la seule solution offensive du Sénégal. Exactement, et puis comme on l'a dit tout à l'heure, t'as l'émergence de plein de joueurs qui permettent de prendre un peu le relais. C'est ça qui aide aussi beaucoup au fait d'enlever un peu ce statut super important, de même beaucoup trop important à un moment donné de Sadio Mané dans cet effectif-là. Je dis pas que c'était une mauvaise chose, je dis juste que c'est toujours difficile de passer d'un statut de Sadio Mané comme il l'avait. On peut même le comparer à un statut à Lionel Messi au FC Barcelone. Alors moi j'avais une autre analogie, je vous la ferai juste après. Et donc un statut qui était super important
important comme celui-ci parce que tu as l'émergence de jeunes joueurs qui sont super intéressants et qui font le boulot. Quand tu vois des Lamine Camara qui te mettent des top buts comme contre la Gambie, qui ont un niveau de jeu super intéressant, même si Habib Diallo, je suis d'accord avec Najim, peut faire beaucoup mieux, c'est quand même un joueur qui a énormément une débauche d'énergie quand même super importante pour l'effectif. Ismaïla Sarr qui est toujours un joueur fiable, même si on peut lui dire plein de choses par rapport à ce qui se passe à l'Olympique de Marseille. L'un des meilleurs face au Cameroun. Voilà, exactement. C'est l'un des meilleurs face au Cameroun et même face à la Gambie, il a été quand même très intéressant. Je veux dire, Sadio Mané, c'est un joueur vraiment installé pour le coup. Exactement, depuis plusieurs années en Sénégal. Et peu importe ses baisses de forme. Ça a toujours été un joueur fiable. Ismaïla Sarr, tu peux pas. C'est rare où tu peux te dire voilà, Ismaïla Sarr aujourd'hui avec le Sénégal, il a été nul. C'est quand même très très rare où on a pu se dire ça sur les dernières années. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, Sadio Mané, il n'y a plus une Sadio Mané dépendance comme peut y avoir un peu en Égypte, par exemple. Avec l'Égypte, avec Mohamed Salah, c'est vrai que comme Mohamed Salah sort lors du dernier match contre le Ghana, tu sens tout de suite qu'au niveau de l'impact psychologique et l'impact technique, il y a une différence qui se fait. En tout cas, moi, je le trouve. Et c'est vrai que ça fait énormément de bien à cette équipe du Sénégal. Ouais, moi je voulais le comparer un petit peu à Riyad Mahrez pour rester dans l'actualité. Ah bah je l'ai dit hier d'ailleurs. Voilà, non mais c'est. Là, tu vas dans des sujets qui peuvent énerver. Ouais, je sais, mais c'est pour ça. Certains chroniqueurs ici sur le plateau. Faut qu'on ait du débat. C'est bon boulot de foutre le bordel. On était calme. On était calme, mais là c'est trop calme. Là on parle d'un sujet plutôt plaisant. On arrive vers la fin de l'émission. Il faut que j'emballe un peu la fin de match. Non, mais plus sérieusement, on l'a vu ces dernières heures. C'est compliqué quand tu es une superstar dans une sélection. Tu parlais de Messi, c'est un bon exemple aussi, mais encore plus dans ce contexte-là, Najim, c'est compliqué de devoir assumer aussi de vieillir, d'être peut-être moins influent, d'être moins en forme aussi par rapport au club ou au championnat dans lequel tu joues. C'est le cas pour Mahrez et Mané qui sortent de 5-6 ans dans le meilleur championnat du monde en étant faisant partie des attractions. Voilà, et en faisant partie des meilleurs joueurs de ce championnat surtout. Aujourd'hui, ils sont aussi dans un championnat moins élevé, ils vieillissent aussi, c'est normal. Mais on voit, il y a deux gestions différentes. Il y a la gestion Mahrez où on voit qu'aujourd'hui on est au bord de l'implosion. Et il y a la gestion Mané qui fait pas de bruit. Moi, j'entends pas parler de Sadio Mané depuis le début de la CAN. Alors que je me souviens en 2022, on ne parlait que de Sadio Mané et du jeu d'Aliou Cissé. Aujourd'hui, on ne parle que de ce qu'Aliou Cissé fait de bien autour de Sadio Mané, en excluant un peu le fait qu'il fait un début de CAN un peu timide, mais qu'on a le sentiment que lui, contrairement à Mahrez, que Mahrez nous disait hier, que lui, justement, va monter en puissance crescendo avec cette équipe. Après, la vérité, c'est que c'est dû surtout aux résultats. C'est-à-dire que l'Algérie n'a pas les résultats attendus. Donc forcément, il y a des critiques à faire à cette équipe d'Algérie. Et le premier qui visait, forcément, c'est Riyad Mahrez parce que c'est la star de l'équipe et qu'il n'est pas bon sur ce début de compétition. Là, avec le Sénégal, c'est différent parce qu'il y a eu 2 matchs de victoire. Donc forcément, il n'y a pas vraiment de critiques à faire sur cette équipe du Sénégal. Pour le moment... Le Sénégal a très bien commencé sa compétition. Si le Sénégal avait fait 2 matchs nuls, je pense qu'on parlerait davantage des performances de Sadio Mané. Moi, ce que je pense du début de compétition de Sadio Mané, c'est qu'effectivement, j'ai trouvé très timide face à la Gambie. J'ai trouvé assez timide face au Cameroun pendant une grosse partie du match. Mais il s'est réveillé quand même sur les 20-30 minutes. À un moment où le Sénégal avait besoin de Sadio Mané, parce qu'on rappelle que le Cameroun est revenu à 2-1 et que sur les 10 dernières minutes, c'était un peu chaud. Il y a un moment où on s'est posé la question de savoir si le Cameroun allait réussir à égaliser ou non. D'ailleurs, Nkoudou a 2 belles situations qu'il ne parvient pas à mettre au fond, notamment celle à la 90e. Donc à ce moment-là, le Sénégal avait besoin d'un grand Sadio Mané et il a su quand même se réveiller. Il est impliqué plus ou moins sur le but de Diallo ou au départ de l'action, si on remonte un peu avant. Le ballon passe par lui sur le côté gauche, il repique dans l'axe et c'est lui qui fait basculer le jeu à l'opposé. Et puis c'est lui qui est à la finition sur le 3e but, même si je trouve qu'Onana aurait pu faire beaucoup mieux sur cette situation. Donc là où tu as raison, c'est que Sadio Mané va devoir monter en puissance. On a le sentiment qu'il peut le faire, va falloir qu'il le fasse, notamment sur les phases finales, parce que là, le Sénégal aura besoin d'un grand Sadio Mané. Lors de la dernière CAN, il avait un rôle beaucoup plus central. Je me souviens qu'il se recentrait beaucoup plus, quasiment dans un rôle de numéro 10. Il laissait le couloir libre au latéral gauche et forcément en étant dans le cœur du jeu, il touchait beaucoup plus de ballons. Là, on est sur des phases de jeu où parfois Sadio Mané disparaît un peu des circuits de passe. Alors c'est pas problématique parce que pour le moment, on en a parlé, ses compères de l'attaque font le boulot, notamment Ismaïla Sarr qui est très bon, parce que le milieu de terrain également est plus offensif que d'habitude.
Si tu as un Pape Gueye ou tu as un Kouyaté, tu sais très bien qu'ils vont pas pouvoir t'apporter aux abords de la surface. Par contre, un Pape Matar Sarr ou un Lamine Camara, bah, ils vont pouvoir t'apporter également dans le dernier tiers. Ce qui est intéressant également, pour revenir juste plus globalement sur le Sénégal, c'est que Aliou Cissé a aujourd'hui 2 systèmes également dans sa poche. Premier match, il joue dans un système à 3 défenseurs, dans un 3-4-3 avec une défense Diallo, Niakhaté, Koulibaly. Deuxième match, on était plutôt sur un 4-3-3 qui était modulable en 3-4-3 parce qu'on a vu notamment sur la fin de match un Pape Gueye qui n'hésitait pas à s'intercaler notamment entre les 2 défenseurs centraux. Pape Gueye, dont on a peut-être un peu moins parlé parce qu'offensivement il apporte moins, mais défensivement il a été extrêmement important. Il coupe les lignes de passe, il est bon dans les duels aériens. Il a fait beaucoup de bien à cette équipe du Sénégal. Donc le fait d'avoir 2 systèmes comme ça, c'est un point très fort pour le Sénégal. Et j'insiste aussi, et on a déjà parlé notamment, c'est sur les remplaçants. C'est-à-dire qu'on se souvient que lors de la dernière CAN remportée par le Sénégal, Bamba Dieng avait fait beaucoup de bien à cette équipe du Sénégal. Il rentrait souvent en cours de jeu, il avait fait beaucoup de bien. Donc le fait d'avoir des joueurs comme ça qui sont capables de rentrer et de t'apporter un petit peu plus d'oxygène, ça peut être un argument qui peut permettre au Sénégal d'aller très loin, voire qui sait, faire le back-to-back. Et puis je rajouterais aussi que par rapport à la grosse différence, comme il a dit, un Najim, c'est le résultat, la dynamique, mais la grosse différence aussi entre un Riyad Mahrez en Algérie et un Sadio Mané au Sénégal, c'est aussi qu'au Sénégal, il se passe quelque chose de nouveau. Et quand il se passe quelque chose de nouveau et que ça marche, tu as tendance à en parler. Quand je parle de quelque chose de nouveau, c'est qu'aujourd'hui au Sénégal, tu as des nouveaux joueurs dont tu as envie de parler parce que c'est super intéressant d'en parler. Lamine Camara, on en a parlé, Pape Matar Sarr, le milieu de terrain, le nouveau milieu de terrain avec Pape Gueye, alors qu'en Algérie, malheureusement, tu es dans un automatisme et une continuité par rapport aux dernières saisons. Et en fait, au final, rien ne change. Et rien ne change. Si aujourd'hui, en Algérie, tu avais mis des joueurs comme Amoura, Aouar, Boudaoui, des nouvelles choses, peut-être qu'on en parlerait un peu plus et on parlerait un peu moins des défauts de Riyad Mahrez aujourd'hui en Algérie. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, juste pour finir Najim, j'ai envie de dire que certes, il y a une différence entre ce qui se passe avec Mahrez et Sadio Mané aujourd'hui, mais il y a aussi de la responsabilité des coachs aussi, c'est que Belmadi, il facilite pas non plus ce qui se passe par rapport à Riyad Mahrez. Il se facilite pas non plus, déjà de 1, parce que pour moi, il le laisse beaucoup trop longtemps sur le terrain, il n'y a pas assez de turnover, déjà premièrement. Et deuxièmement, parce que par rapport à tout ce qui se passe dans le groupe et dans l'effectif, par rapport aux 11 de départ surtout, je trouve qu'il y a une difficulté à gérer cet effectif-là de la part de Belmadi qui rend pas service à notre gros joueur qui est Riyad Mahrez. Après, je trouve que sur le premier match, quand même, Belmadi avait quand même mis Ait Nouri et Chaibi, qui restent quand même des nouveaux joueurs, qui restent des jeunes joueurs qu'on n'avait pas forcément vus par le passé. Là où c'est un peu plus problématique, et on l'a vu à la fois chez Belmadi, mais on l'a vu également avec Rigobert Song, c'est que lorsque le premier match se passe mal, tout de suite, on va essayer de se baser sur ce qui a pu faire le bonheur de l'équipe par le passé, c'est-à-dire des joueurs d'expérience. Du côté du Cameroun, on a eu la titularisation de Ngamaleu et de Toho sur le côté gauche, qui sont des joueurs d'expérience. Donc tout de suite, on est revenu sur des joueurs d'expérience qui étaient là sur les précédents CAN. Et là, on reparle de la même chose. Exactement. Et là, pareil pour Belmadi, qui sur le deuxième match, au lieu d'essayer de lancer des jeunes comme par exemple Amoura qui était suspendu sur le premier match mais qui ne l'était pas sur le deuxième match, il a préféré remettre le trio d'attaque de 2019, mettre un milieu de terrain avec des joueurs dont on avait déjà l'habitude. Voilà, là où vraiment c'est fort de la part d'Aliou Cissé, c'est que sur le premier match, après encore une fois, j'insiste sur le fait que tout ça c'est conditionné aussi par les résultats. Et là, voilà, le fait que tu aies gagné ton premier match et le fait que tu aies gagné ton deuxième match, forcément ça change tout. Mais quand même, sur le premier match, avoir lancé un milieu de terrain aussi jeune, franchement, grand bravo à Aliou Cissé pour ça. Et le Sénégal qui, pour l'instant, est on va dire l'équipe avec le Maroc, bien sûr, mais qui, on le dit, à l'heure actuelle, n'a toujours pas joué son deuxième match, le Maroc. Donc, vu qu'on sort la vidéo demain, ça se trouve, ce que je dis va vous paraître débile. Mais pour moi, non, mais s'ils perdent 3-0 contre la RDC, de suite, je perds en crédibilité. Mais voilà, et on le voit au classement, le Sénégal déjà qualifié avec une différence. Très avantageuse, même si elle ne servira pas à grand chose, vu que contre la Guinée, il n'y aura aucune équipe qui devrait terminer à 6 points dans ce groupe. Donc ils prennent quand même une belle option. Pour moi, de toute manière, dans mon ranking en début de compétition, mes deux favoris de toute façon c'était Maroc-Sénégal et Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire qui a quand même perdu un petit peu de terrain avec sa défaite face au Nigeria. Et même quand on voit les effectifs, pour moi sincèrement les deux meilleurs effectifs, c'est les deux. C'est le Sénégal et le Maroc. Moi je voyais, après c'est un petit aparté, mais je voyais bien l'Égypte aussi parce que il m'avait quand même impressionné lors des éliminatoires.
Et c'est vrai que là, avec. Là, ça va, oui, parce que moi, je les mettais dans. C'était mon premier gros outsider. Comme toujours. Moi, je me suis dit finale, c'est eux qui disputent la dernière finale de la CAN contre le Sénégal. Je me suis dit qu'ils étaient dans une continuité aussi. Bien sûr. Et c'est léger avec un nouveau coach. Et ça reste avec un nouveau coach. Voilà. Et sincèrement, en termes de contenu, moi, je les avais trouvés très intéressants, contrairement au Sénégal lors des éliminatoires. Mais là, c'est vrai que sur les différences des premiers matchs de la CAN, là, il n'y a pas photo. Maroc-Sénégal, ça reste. Et vous parlez d'Égypte, et c'est vrai que si jamais le Sénégal arrive à refaire une 3e finale consécutive, ce ne sera pas comparable aux 3 titres de l'Égypte parce qu'il y aura eu 3 titres, mais quand même faire 3 finales de CAN ou même remporter 2 sur 3. C'est ça, back-to-back. Ce serait exceptionnel. 3 équipes qui l'ont fait. L'Égypte, le Cameroun et le Ghana. Et il pourrait continuer parce qu'on le dit, on le rappelle, il y a beaucoup de joueurs de 20, 22 ans, 23 ans dans l'effectif, donc c'est très fort. Ouais. Et quelque part, je trouve qu'Aliou Cissé a ce côté un peu. On a beaucoup comparé les coachs, la nouvelle génération de coachs qui est arrivée à 3-4 ans en Afrique avec Aliou Cissé, qui est là depuis un peu plus longtemps, Belmadi. On a souvent dit oui, ils vont Regragui notamment, qui en parlait lui-même à la Coupe du Monde, s'inspirer un peu du style Deschamps pour la continuité du groupe. Je trouve que celui qui pour le coup a le plus de résultats et invente aussi sa méthode, c'est Aliou Cissé. Et pourtant c'est celui qu'on a peut-être le plus critiqué dans le club des 5. Et j'espère que ça va payer aussi en phase finale parce que voilà, phase finale, on sait très bien que sur un match, tu peux vouloir être joueuse, surtout avec des jeunes, tomber contre une équipe comme l'Égypte ou le Nigeria qui surtout que malheureusement pour le Sénégal, pour être honnête, on en parlait avant l'émission avec Najim et Moa, le problème c'est que le Sénégal va faire le travail et devrait finir premier ou deuxième de son groupe. C'est pas le cas des autres gros, des groupes qui peuvent rencontrer. Donc le Sénégal peut être une victime collatérale et se taper un tableau très compliqué. Tu pourrais tomber par exemple face à la Côte d'Ivoire s'ils terminent 3e de leur poule. Après moi personnellement, je verrais quand même le Sénégal battre la Côte d'Ivoire en 8e de finale. Mais sur un match, tout peut se passer, ça peut être compliqué. Sur un match, il y a eu 50-50 à la maison de la Côte d'Ivoire. Je suis le premier à minimiser un peu l'engouement autour de l'équipe ivoirienne, mais bon, quand même. Puis Aliou Cissé, là où il est quand même très plaisant aussi, c'est dans sa communication en conférence de presse. Tu sens un mec super serein, souriant, très agréable. Et en plus, le mec qui parle foot, j'ai regardé sa conférence de presse la dernière fois. Là, il a des résultats positifs, mais je veux dire, il parle pas de choses qui se passent en dehors du terrain, quoi. Il parle pas quelqu'un qui parle forcément d'arbitrage, de ci, de ça, de je ne sais pas quoi, comme certains sélectionneurs, vous savez très bien le nombre de tacles sur l'Algérie. Franchement, on avait deviné dès ton premier. Voilà, mais c'est vrai que c'est un coach qui est souriant, qui a évolué aussi parce qu'on avait critiqué sa communication il y a 2 ans. Exactement. Et là, il sourit beaucoup. Il a l'air très très serein, très sûr de lui. Et franchement, c'est que des choses positives pour cette sélection. Tout peut s'effondrer en un match, et c'est ça qui fait le sel du football. La beauté du football. C'est ça. Bon, on va conclure cette émission, mais juste avant quand même, petit instant au tableau avec notre partenaire Winamax. Bien évidemment, vous le savez, c'est le moment où on teste un peu nos chroniqueurs, où ils nous donnent leurs pronos. Alors, format un peu spécial pour cette CAN, comme on n'est pas en direct et qu'on vous propose des temps additionnels, on pronostic sur le prochain match du groupe, donc en l'occurrence 3e journée avec le match du Sénégal contre la Guinée. Juste avant de démarrer, je rappelle que jouer comporte des risques, que si vous avez le moindre problème lié au jeu en ligne, vous n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Voilà, ça doit être un plaisir, un loisir entre amis et non pas quelque chose qui va vous causer du tort ou des problèmes. Donc si vous avez le moindre problème, encore une fois, vous pouvez contacter des professionnels pour vous aider. Nous, on va le faire gentiment, pour s'amuser, parce que c'est pas le groupe le plus sexy sur lequel parier sur la dernière journée. Quoique ce Sénégal-Guinée, il peut être intéressant. Il peut être intéressant en termes de cotes. Donc je rappelle les 2 derniers matchs, Gambie-Cameroun, Sénégal-Guinée, mais je crois que vous êtes tous les 2 concentrés sur le Sénégal. Ouais, on est resté dans le thème Sénégal-Rec. On fait plaisir aux supporters des Lions. On va commencer avec toi, Najim. Qu'est-ce que tu nous proposes pour ce Sénégal-Guinée? Petit derby là aussi. Ouais, j'ai fait l'éloge du Sénégal. Et attention, on vient de voir le groupe tout à l'heure, la Guinée en cas de victoire peut terminer première. Exactement. Donc j'ai fait l'éloge du Sénégal pendant toute l'émission, mais je vois quand même un match nul. Alors je vois pas le Sénégal perdre face à la Guinée. C'est le fameux France-Suisse, 3e match du groupe. C'est ça. Exactement, 3e match. Je pense que forcément Aliou Cissé va faire un peu tourner, même si on a dit que le banc était de qualité, mais je pense qu'on aura un Idrissa Gueye qui sera titulaire. T'as un Abdou Diallo qui est suspendu, ce sera Niakhaté, même si Niakhaté est un bon défenseur central. Je pense qu'il va y avoir également des changements à la pointe de l'attaque, sur les côtés. Je pense qu'il va y avoir quand même un bon remaniement, même si le Sénégal cherchera la première place. Aliou Cissé va vouloir donner du temps de jeu un petit peu à tout le monde. Et sincèrement, la Guinée m'a fait forte impression quand même sur ce début de compétition. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé leurs 2 matchs.
J'ai bien aimé Agibou Kamara, notamment buteur lors du dernier match. On rappelle qu'ils font nul contre le Cameroun, mais ils sont à 10 à partir de l'habitant parce qu'il y a l'expulsion de Kamano. Il y a un joueur qu'on salue qui a un peu pété un câble. Et sur la première mi-temps, je les avais trouvés au-dessus du Cameroun. Et sur la deuxième mi-temps, ils ont été capables de tenir un but partout. Donc moi, franchement, la Guinée est une équipe qui m'a plu. Donc je vois bien un match nul. Deux équipes qui vont se neutraliser. Le Sénégal qui terminera quand même premier de sa poule avec ce match nul. Et la Guinée qui passera également. Voilà comment je vois les choses. Attention pour la Guinée, parce qu'un match nul, je crois, si je dis pas de bêtises, je ne sais pas si c'est la différence particulière ou la différence de but. J'ai un doute. Ils auront 5 points et le Cameroun, et le Cameroun peut en avoir. Ah non, le Cameroun, on n'aurait que 4. On n'aurait que 4. Voilà, et la Gambie en a 0. Donc, oui. Voilà. Donc la Guinée. Un match nul leur suffirait pour. La Guinée est sûre d'être dans les en cas de match nul dans les deux premiers. Voilà. De toute façon, même avec 4 points, même s'ils terminent 3ème, avec 4 points, je pense qu'ils passeront. Ah oui, non, 4 points, tu passes. 4 points en meilleur 3ème, tu es sûr de passer quasiment. Sauf si voilà. Sauf si tout le monde a 4 points, mais la preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Il y aura des équipes. Il y aura forcément des équipes. J'avais regardé sur les deux précédentes éditions, quand tu as 4 points, tu passes tout le temps. C'est ça. Et même quand tu as 3 points, généralement, tu passes. Tu as une ou deux équipes à 3 points qui passent, généralement. Donc c'est pour vous dire à quel point le côté guinéen, on peut être rassuré pour les huitièmes de finale. Moha? Moi je vois le Sénégal gagner, je les vois faire 9 sur 9. Toi c'est le traditionnel... Ah non, ça va quand même. Je veux dire, toi c'est la traditionnelle cote, moi en dessous de... Non. Arrête Sam. Moi depuis Lille, je t'ai dit depuis Lille qui va faire match nul au Féroé, je t'ai dit moi je vais te faire toute la saison. Ça c'est Lille a 1,37 qui passe pas. Ça c'est honteux. Ça c'est honteux. Donc non, Sénégal a 2,25. Ouais, je vois c'est belle cote hein. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Je vois le Sénégal, je vois le Sénégal faire 9 sur 9 parce qu'il y a tellement une force de frappe impressionnante. Je vois bien le Sénégal être l'équipe qui fait 9 sur 9 dans cette compétition. Je suis même pas sûr que le Maroc fasse 9 sur 9, mais je pense que le Sénégal va le faire, même s'il y a un turnover. Je pense qu'il y en aura un quand même, comme l'a dit Najim. Même s'il y en a un, faut pas oublier que la première place ça reste crucial. Il peut y avoir du turnover en face aussi. Comme on le rappelle, ils sont plus ou moins qualifiés. La Guinée, Exactement. Donc la Guinée, il leur faut quoi? Il leur faut un match nul, comme vous avez dit. Même 100, ils passent. Ouais, même 100. Donc, peut-être le retour de Guirassy, peut-être pour le troisième match. Ouais. Ah, je savais pas. Peut-être. C'est pas impossible. Ok, mais je pense quand même que le Sénégal, par rapport à ce que j'ai vu de la Guinée, même si la Guinée c'était plutôt plaisant sur les deux équipes, là, je pense que le Sénégal va gagner contre la Guinée. 2,25, c'est correct. 2,25, c'est correct. Franchement, il n'y a pas beaucoup de différence. Pour une victoire du Sénégal, c'est plus que. Je ne vais même pas dire c'est correct, je retire c'est correct, c'est très intéressant pour une victoire des favoris de cette compétition. Bon, on a fait le tour pour cette émission, c'est bon. Toi, tu paries pas, toi? Non, j'ai décidé que pendant la CAN, comme je vais faire toutes les émissions quasiment pour pas fausser le tableau. T'es combien à peu près? T'étais combien? J'étais 3ème. Ah, donc tu laisses un petit peu les autres. Avec un bon ratio en plus. Donc franchement, mon intérêt personnel aurait été que je parie sur quasiment tous les matchs de la CAN et que je dépasse Walid Elton, mais on a décidé. Mais c'est honorable de ta part. Après, c'est pas moi qui l'ai décidé. Je pense qu'à mon avis, il a pris quelques pressions. Ouais, voilà. on est 3 chefs de projet, malheureusement, du coup, on est obligé des fois de faire des. Quand on est 2 contre 1, voilà, c'est compliqué. Voilà pour cette émission, donc pour ce grand débat sur, on va dire, la manière dont Aliou Cissé s'est réinventé ces Lions de la Teranga. On n'espère pas qu'ils vont prendre 3-0 contre la Guinée et se faire sortir en 8ème, si dans l'émission elle va pas vivre longtemps. Mais bon, on va se dire quand même qu'il y a plus que des motifs d'espoir avec tout ce qu'on vient de vous dire, donc ça devrait pas être le cas. N'hésitez pas les sociaux, à commenter bien sûr la vidéo, à donner vos avis dans les commentaires, à réagir à tous nos débats, à mettre des petits pouces bleus aussi, c'est très important. On vous retrouve très très vite sur la chaîne du Club des 5 pour de nouveaux contenus. Merci beaucoup Najim, merci vous les gars, c'était un plaisir de faire cette émission avec vous. On vous retrouve très vite bien sûr sur la chaîne du Club des 5. Merci à Fares Hachem, Marius Cassoli qui ont préparé cette émission, et puis comme je vous le dis, vous restez bien branchés sur la chaîne du Club des 5 parce qu'il y a beaucoup de contenu qui arrive pendant toute la CAN. Ciao. Ciao.